raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire extraordinaire. La grande aventure de la construction de la Tour Eiffel. Un récit que je tire tout droit d'un livre qui paraît chez Robert Laffont, La vraie vie de Gustave Eiffel, signé Christine Kerdelan. Vous allez voir, c'est passionnant d'un bout à l'autre. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieu-le-Veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au moment où commence mon histoire, Gustave Eiffel est un entrepreneur riche et célèbre. Il a construit des gares, des coupoles, des viaducs dans le monde entier. La gare de l'Ouest à Budapest, par exemple, c'est lui. Le pont Maria Pia à Porto aussi. Et surtout, il y a 3 ans, en 1881, il a participé à la construction de l'armature métallique de la Statue de la Liberté à New York. Et nous voilà donc en 1884. Dans 5 ans, en 1889, pour marquer le centenaire de la Révolution française, Paris va accueillir l'exposition universelle. Le gouvernement s'attend à un record de visiteurs venus du monde entier. Et il a lancé une sorte d'appel à projet au pluriel. Pour l'instant, les ateliers de Gustave Eiffel n'ont décroché aucun chantier. Eiffel a juste demandé à ses collaborateurs de gamberger. Et un jour de juin 1884, 2 de ses ingénieurs, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, débarquent dans son bureau très excités. « Gustave, nous avons réfléchi à ce que tu nous as demandé. » « Une idée de monument pour de l'exposition universelle ? » Oui, un monument qui sera un exploit technique comme tu les aimes. » Bien. Et l'idée est à la hauteur de l'événement ? Tu sais pas si bien dire, Gustave. Elle est plus qu'à la hauteur. Et là, Maurice Koechlin pose un dessin sur la table. Gustave Eiffel prend le dessin, il y jette un coup d'œil et il le laisse tomber. Un pylône de pont. Enfin, mais non, Gustave, c'est une tour de 1000 pieds. Nous allons réaliser le vieux rêve de tous les ingénieurs de cette planète. Nous allons bâtir la plus haute tour du monde. Gustave reprend la feuille. Dans la marge, ces ingénieurs ont dessiné un empilement qui donne une idée de la hauteur de ce pylône. La cathédrale Notre-Dame de Paris, 66 mètres. Surmontée de la Statue de la Liberté de New York, 93 mètres. Surmontée de la colonne Vendôme, 15 mètres. À la pointe duquel trône l'Arc de Triomphe, 50 mètres. Lequel soutient la colonne de la Bastille, 17 mètres. Coiffé de l'obélisque de la Concorde, 23 mètres. Le tout surplombé par un immeuble de 9 étages. Une tour de ferraille gigantesque. Gustave, personne n'a jamais bâti un édifice de cette taille. 304 mètres. Vous ne voulez pas être le premier à le faire ? Ce genre de pylône, Gustave, est exactement notre spécialité. Ouais. Je ne crois pas qu'une pile de pont un peu plus haute que les autres fasse rêver grand monde, hein. Surtout quand il n'y a pas de pont pour tenir dessus. Écoutez, je n'y crois pas beaucoup. Allez voir Sauvestre. Lui est architecte. Voyez ce qu'il peut en tirer. Il aura peut-être une illumination. Sauvestre est son architecte préféré. Il l'a vu transformer en 3 coups de crayon un pont banal en œuvre d'art suspendue. Peut-être pourra-t-il faire quelque chose de cet amas de ferraille. Début septembre, Koechlin et Nouguier reviennent voir le patron. Stéphane Sauvestre a redessiné le projet. La tour de 1000 pieds ne ressemble plus à un pylône maigre et sec. Il a élargi sa base. Et ensuite, il a relié les 4 montants et le premier étage avec des arches. La tour ne comporte plus que 2 étages intermédiaires, 2 plateformes transformées en salles couvertes et vitrées. Et il a habillé le sommet d'un campanile. Et surtout, on peut y grimper grâce à des escaliers. Ah, voilà un projet qui commence à ressembler à quelque chose. Ce qui le gênait dans le pylône initial, c'était son inutilité. Et là, il vient de trouver une raison morale à cette construction. Cette tour, voyez-vous,
ne peut pas se contenter d'établir un nouveau record du monde de hauteur. Elle doit avoir une vocation scientifique. Après tout, personne n'est jamais monté à 300 mètres en ville. Et si l'on met des ascenseurs pour grimper facilement au 3e étage, on pourra mener des expériences sur la chute des corps, observer la météo, étudier l'atmosphère de Paris. Le 18 septembre 1884, Gustave Eiffel dépose le brevet 164 364 au nom d'Eiffel, Koechlin et Nouguier. La machine Eiffel est lancée. Huit jours plus tard, le dessin est présenté au Palais de l'Industrie. Et Eiffel, qui pense déjà à sa pérennité, a trouvé un nouvel argument pour sa tour. Ce sera un phare pour l'éclairage électrique. Histoire de damer le pion à l'un de ses concurrents, Jules Bourdet, qui a construit le Trocadéro pour l'exposition de 1878 et qui, cette fois, propose une colonne soleil. Un phare, justement, qui éclairerait Paris de son immense rayon, avec un noyau central en granit de 18 mètres de diamètre. Il veut l'installer sur le Pont-Neuf ou sur l'esplanade des Invalides. Et à chacun des 5 étages, il pense installer 16 chambres. Des chambres destinées à des traitements aérothérapeutiques. Car l'air pur à faible pression peut devenir une source de guérison pour ceux qui ne peuvent pas aller à la montagne. Et d'ailleurs assez vite, les deux hommes, Bourdet et Eiffel, se mettent à ferrailler dans la presse. Bourdet évoque un vulgaire ouvrage de fer. Et il ajoute: que nous resterait-il des monuments antiques, si le fer avait été employé il y a 4000 ans? Eiffel répond via un journaliste de ses amis: vous avez remarqué que le phare de M. Bourdet n'a pas de fondation. Sa base repose directement sur le sol. C'est du grand n'importe quoi. Et puis, écrivez. Notre œuvre colossale sera une éclatante manifestation de la puissance industrielle de notre pays. Elle célébrera l'essor inouï du génie civil au cours des siècles. Écrivez. Pendant ce temps-là, Eiffel propose à Nouguier et Koechlin de leur racheter leur part du brevet. En échange, je vous propose une prime de 1% chacun sur toutes les sommes que je recevrai pendant la construction. Mais c'est notre idée. Pourquoi nous enlever notre part de gloire s'il réussit? Je ne veux pas vous enlever la paternité de la tour. Ce sera dans votre contrat. Votre nom sera cité. Mais les subventions que nous allons recevoir ne suffiront pas. Il faudra aller chercher des banquiers et des investisseurs. Et ces gens-là sont catégoriques. Pour mettre de l'argent dans le projet, ils ne veulent voir qu'une seule tête. Les deux ingénieurs acceptent la proposition. Au total, 107 projets sont présentés à la commission de l'exposition universelle, dont certains proposent de réaliser une tour en bois ou en briques. Eiffel est appelé à plancher devant la commission. Messieurs, comme vous avez pu le constater, j'envisage une tour métallique de forme pyramidale et quadrangulaire, à 3 étages. Le premier sera placé à 58 mètres, pour une superficie de 4200 mètres carrés. J'y installerai 4 restaurants et une galerie courante. Et au milieu de cette galerie, monsieur Eiffel, du vide. Il faut que la construction soit légère et que le vent puisse passer à travers. J'ai cru comprendre que ce ne sera pas en acier, mais en fer. Du fer pullé, pour être précis. Plus souple pour résister au vent violent et plus rigide pour la stabilité de l'édifice. Et que trouvera-t-on au 2e étage, monsieur Eiffel? Une galerie extérieure, mais cette fois avec un plancher central. Et au 3e étage, un chemin de ronde qui sera couvert. Les visiteurs pourront, à l'abri du vent, admirer Paris et ses environs. Mais il y aura aussi une terrasse et un appartement dont j'aimerais conserver l'usage personnel. Et où mettrez-vous les ascenseurs, monsieur Eiffel? Dans les piliers de la tour. Et combien cela va-t-il coûter? Je dirais
5 100 000 francs. Et le poids des visiteurs, monsieur Eiffel, vous y avez songé? On pourra faire entrer 10 416 personnes pour un poids de 729 tonnes, ce qui est très raisonnable. Le 26 mai, les résultats tombent. La tour de monsieur Eiffel, dite la tour de 300 mètres, est retenue parmi les 18 projets finalistes. Et le 12 juin, la tour de monsieur Eiffel est choisie comme porte d'entrée de l'exposition universelle. Sauf qu'à ce stade, le problème de la subvention n'est pas résolu. Eiffel est censé recevoir 1,5 million du gouvernement. Mais encore faut-il que la commission les lui accorde. Or, dans cette commission, il y en a qui l'attaquent sur l'esthétique. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont osé dire, Gustave? Ils ont dit que ce genre de tour serait mieux adapté à l'Angleterre et aux États-Unis. Hein? Ils disent que le goût architectural y est peu développé. Mais attends, il y a pire. Hein? Un député du Var, un certain Georges Clémenceau, a déclaré textuellement, je te dis, le seul motif qu'on fait valoir en faveur de la tour, c'est que ce sera une chose qui sera peut-être absurde, qui sera peut-être laide, il a écrit laide, hein, mais qui attirera les étrangers. Il dit qu'il faudra connaître le nombre de voyageurs et qu'on pourra alors se demander s'il est nécessaire de donner 1 500 000 francs pour faire monter toute l'Angleterre à 300 mètres au-dessus de la Seine. Ah! On de la raconte, la suite du récit. D'après les derniers devis, la construction de la tour va finalement coûter plus de 6 millions de francs sans les ascenseurs. Or, l'État ne va apporter qu'1,5 million, un quart de la somme. Eiffel doit donc aller chercher de l'argent chez les banquiers et les investisseurs. Car si la tour appartiendra à la ville de Paris, lui en aura la jouissance pendant 20 ans, jusqu'au 1er janvier 1910, pour rentabiliser son investissement. Mais s'il ne veut pas donner la majorité du capital aux investisseurs et aux banquiers, il lui faut trouver de l'argent, des fonds propres. Mais où? Eh bien, par chance, Eiffel vient de signer un énorme contrat avec Charles de Lesseps pour construire les écluses du canal de Panama. Et Lesseps accepte de payer très cher et de lui verser des avances considérables. Eiffel a décidé d'en engloutir une partie dans sa tour. Mon intuition ne m'a jamais trompé. Vous verrez qu'ils seront des millions à grimper au sommet. Il n'y a pas grand monde pour assister au premier coup de pioche le 27 janvier 1887 sur le Champ de Mars. Une cinquantaine d'ouvriers qui attaquent la terre durcie par le gel avec du matériel rudimentaire. Des pioches donc, des pelles et des charrettes tirées par des chevaux. La fille préférée de Gustave, Claire, est là au milieu des ouvriers. Elle est venue visiter le chantier. « Oh, ma chère Claire, les ouvriers ne savent pas qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leur tête. Tu parles des financements qui risquent de manquer? Ah non, non. Je parle des voisins, les riverains du Champ de Mars. Ils disent que la tour risque d'abîmer leur paysage et de faire baisser la valeur de leurs immeubles. Alors, ils attaquent la ville de Paris. Mais la mairie et toi, vous allez gagner, n'est-ce pas? Bon, j'en suis sûr. Mais ce n'est pas tout. Il y en a qui craignent que la tour s'effondre. J'ai dû m'engager à indemniser d'éventuelles victimes. Gustave et ses ouvriers ont 27 mois pour bâtir la tour. Regarde, ma chère Claire. Nous avons 1 mois pour creuser des trous, dégager la terre et couler les fondations qui supporteront les 4 pieds. Les fondations des piles sud et est, du côté de l'école militaire, sont les plus simples, parce qu'on les fait à sec. Mais pour les piles nord et ouest, le terrain est infiltré d'eau. Nous travaillons à 5 mètres au-dessous du niveau de la Seine. C'est un vrai marécage. Et ça va nous obliger à recourir aux fondations à air comprimé. Tu veux dire les caissons qui ressemblent à des cloches de plongée que tu utilises d'habitude pour planter des piles de pont dans les fleuves? Exactement. Mais mon souci, c'est la stabilité. Imagine si un pied s'enfonçait davantage que les 3 autres. Mais j'ai une solution. Les piliers reposeront sur des boîtes à sable. J'ai appris ça en Égypte. Leurs obélisques reposent sur un caisson de sable au sec. On fera pareil. Et si notre pilier est trop haut, eh bien, on enlèvera un peu de sable. Et si ça fesse,
on le remontera avec un vérin hydraulique. 2 semaines plus tard, un coup de tonnerre s'abat sur le chantier. 47 artistes de premier plan publient une pétition contre la tour, dont Alexandre Dumas, Charles Gounod et Guy de Maupassant. Ils la considèrent comme le déshonneur de Paris. Je vous lis un passage de leur pétition. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs et architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester au nom du goût français méconnu contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Gustave Eiffel leur répond « Je crois, moi, que ma tour sera belle. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on que la beauté ne nous préoccupe pas? Ma tour sera le plus haut édifice qu'aient jamais élevé les hommes. Et pourquoi ce qui est admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ?» En juillet, les fondations sont terminées et on peut s'attaquer à la charpente métallique, des modules préfabriqués qui sont réalisés dans les ateliers de Levallois, préassemblés en tronçons de 5 mètres et amenés sur place par des voitures à cheval. Sur le chantier, on ne fait que poser les rivets. 250 ouvriers sont là tous les jours, même le dimanche, du lever au coucher du soleil, soit 13 heures par jour en été, 10 ou 11 au printemps et en automne, et 9 au cœur de l'hiver. Et c'est comme ça que la partie de la tour qui sépare le premier du deuxième étage est achevée en 6 semaines. Un record. Et maintenant, il faut s'attaquer au montage de la deuxième plateforme. Et là, les ouvriers deviennent nerveux, inquiets, irritables. C'est que le travail à cette hauteur leur semble plus dangereux. Et qu'au mois d'août à midi, il fait 40 degrés. Et quand il y a un orage, ils doivent redescendre. Et si l'orage dure, il faut chômer 2 ou 3 jours sans être payé. Bref, ils menacent de se mettre en grève. Les Français sont les meneurs, les Italiens se plaignent moins. Ils ont désigné un certain Vimont pour les représenter. Les salaires sont insuffisants, compte tenu des risques. Nous voulons une augmentation du tarif de l'heure. Et pour le déjeuner, c'est de plus en plus long. Il faut descendre et monter à plus de 150 mètres. Ça prend 20 à 30 minutes dans chaque sens. Gustave Eiffel ne peut pas prendre le risque d'un arrêt du chantier. Il en parle avec Adrienne, son amour de toujours, qu'il n'a pas pu épouser parce que son père a refusé. Mais son amour reste son amour. Elle vient de débarquer pour 3 jours à Paris. Que vas-tu faire alors, Gustave? Eh bien, je vais leur proposer la prise en charge des assurances. Leurs assurances? Oui. Dans ma société, tous les ouvriers sont assurés en cas d'accident pour que leur famille puisse s'en sortir s'il leur arrive un pépin. C'est une grosse somme? 2% de leur salaire. Alors pour l'instant, elle est déduite de leur rémunération. Je la prendrai en charge et puis c'est tout. Et pour leur poste déjeuner? Pourquoi tu n'installerais pas une cantine au premier étage ou même au deuxième? Ça leur éviterait de descendre. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Les charpentiers de la tour reprennent le travail. Et là, ça n'est qu'un répit. Une nouvelle grève se déclenche le 19 septembre. Le danger du travail à grande hauteur, la pluie, la neige bientôt. Des reporters sont venus faire des photos. Et forcément, ça impressionne le public. Et ça rend les ouvriers encore plus vindicatifs. Un matin, sur les 140 ouvriers, 27 seulement se présentent. Réaction de Gustave Eiffel. Mais enfin, tomber de 150 mètres, c'est pas plus dangereux que de tomber de 50 mètres. Mais il finit par céder. Il leur accorde une augmentation de 0,05 francs de l'heure pendant les 3 mois prochains. En octobre, la tour dépasse 250 mètres. Mais à l'approche de Noël, la neige tombe. Engoncé dans plusieurs couches de vêtements, un foulard autour du cou, un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, les charpentiers montent à reculons.
Et ils se mettent de nouveau à revendiquer. Mais cette fois, Eiffel ne veut pas céder. « Je vais refuser toute augmentation. » Mais enfin, c'est un suicide, Gustave. On est à 4 mois de la fin du chantier. Laisse-moi finir. J'ai trouvé une meilleure solution. Je verserai une prime de 100 francs à tous les ouvriers qui seront là jusqu'au dernier jour. Et le travail reprend de plus belle. En mars 1889, après 2 ans, 2 mois et 5 jours de travaux, les charpentiers posent le campanile tout au sommet, à 312 mètres. Le gros œuvre est terminé. Le squelette est en place. Il reste de multiples détails à régler, mais l'inauguration peut avoir lieu. Gustave aurait voulu une cérémonie intime, avec les ouvriers, les contremaîtres et les ingénieurs. Mais comme une affaire d'État vient d'éclater, l'affaire Boulanger, on lui demande de faire diversion. Et donc, finalement, Eiffel doit se résoudre à accueillir 150 personnalités. Des hommes politiques, des fonctionnaires et des journalistes. Le président du conseil, Pierre Tirard, est là. Et pourtant, il y a quelques mois, il détestait cette tour. Il jugeait son style si peu français, tellement américain. Et à la grande surprise, il y a une foule immense qui s'est massée spontanément au pied de la tour. Eiffel propose aux invités de monter avec lui les 1792 marches jusqu'en haut. Vous savez tous, enfin je l'espère, que les ascenseurs n'ont pas encore été installés. Tout le monde n'était pas au courant. Alors, il faut monter lentement, le bras droit sur la rampe, en balançant le corps d'un côté puis de l'autre, et en profitant de l'élan pour franchir la marche suivante. Moi, je mets 45 minutes pour aller au sommet. Tous les invités décident de tenter l'aventure. Les ouvriers, ils montaient tous les jours. C'est qu'il n'y a pas de danger pour la santé. Et pendant la montée, Gustave dispense des commentaires. Alors, cette tour, c'est 120 000 heures de travail, pas moins. Imaginez qu'il nous a fallu recruter 50 dessinateurs pour dessiner ces 18 000 pièces. La pression au sol est ridicule, 4 kilos au centimètre carré, c'est-à-dire la moitié de celle que j'exerce moi quand je m'assois dans un fauteuil. Pensez aussi que le vent le plus violent n'entraînera au maximum qu'une déviation de quelques centimètres au sommet. Et que les grosses chaleurs d'été font grandir la tour de 10 cm. Et que le froid va la rapetisser de 10 cm au milieu de l'hiver. Dites-moi, monsieur Eiffel, combien de morts a-t-on eu à déplorer sur le chantier ? Aucun, monsieur, aucun. Il y a bien eu quelques blessures à la suite d'imprudence, mais vous savez, il y a longtemps que l'exploit technique ne se mesure plus à la quantité de morts sur un chantier. Nous ne sommes plus à l'époque des pyramides, et ni même à Versailles sous Louis XIV. Le meilleur constructeur aujourd'hui, c'est celui qui sait éviter les accidents. Le président du conseil, Rouge Pivoine, s'arrête au premier étage. Et il n'est pas le seul. Entre le 2e et le 3e, le vertige a raison d'une 30aine de grimpeurs. Et au 3e étage, ils ne sont plus qu'une 40aine. Et ensuite, il faut hisser le drapeau français au sommet. Et c'est lui, Gustave, qui s'y colle. Allons, enfants de la patrie. Et en bas, on tire 21 coups de canon de mortier. De retour en bas, le président du conseil Tirard remet à Gustave Eiffel la Légion d'honneur. Et 2 ouvriers charpentiers montent sur l'estrade pour offrir à leur patron un bouquet de lilas blancs. « Monsieur Eiffel, merci pour tous mes amis. Encore une fois, merci. Puissions-nous redire aux enfants de nos petits-enfants que nous avons travaillé au monument le plus imposant du monde. Vive l'ingénieur Eiffel, vive la République et vive la France !» Dès le lendemain,
Les ouvriers se remettent à travailler sur les finitions, la dernière couche de peinture, l'installation des boutiques et des restaurants, et le montage des ascenseurs. Le 15 mai 1889, la tour est ouverte au public. Enfin! Et les visiteurs se bousculent. Hommes, femmes, Français, étrangers, jeunes, vieux, riches, modestes. Au premier étage, ils prennent d'assaut les loueurs de jumelles et les boutiques de gadgets. Et les puissants aussi s'empressent de venir visiter la tour. Le président de la République, Sadi Carnot, en premier. Et après, le prince de Galles, avec la princesse et leurs enfants. Le roi de Grèce, le Shah de Perse, la reine d'Espagne, le Tsarévitch de Russie. Eiffel est devenu l'homme le plus couru de Paris, le premier ingénieur après Dieu. J'ai tiré mon histoire du livre de Christine Kerdelan, La vraie vie de Gustave Eiffel, qui paraît chez Robert Laffont. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Quelle belle histoire que je tire tout droit de votre livre, Christine Kerdelan, La vraie vie de Gustave Eiffel, qui paraît aux éditions Robert Laffont. Alors j'ai noté, Christine, que sur la première page de votre livre, il y a écrit roman. Alors moi, ça me plaît bien parce que c'est une facilité pour l'adaptation de mes histoires. Mais quelle est la part romanesque, j'ai envie de dire inventée, de cette histoire, et quelle est la part de réalité historique absolue ? Alors, je dirais que tout est vrai dans les faits, les lieux, les gens, les événements. 98%, si je dois donner un chiffre, est vrai. Ce que j'ai inventé, si vous voulez, c'est un peu ce qui s'est passé dans sa tête. C'est un peu ses relations avec les femmes, où je connaissais bien évidemment son épouse, la fille dont il était amoureux lorsqu'il avait 9 ans, celle dont il était amoureux à 18, etc., que j'ai fait revenir. Par des correspondances, vous les connaissiez ? Par ses correspondances. Ouais. Alors j'ai eu l'aide très importante de l'arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, qui s'appelle Philippe Coupéry Eiffel, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a notamment prêté les 4 volumes de ce que Gustave Eiffel a appelé sa biographie industrielle, qu'il a tapé lui-même avec une machine à l'époque, et qu'il a raconté 2 ans avant sa mort, où on le voit raconter précisément comment il était amoureux quand il avait 9 ans de sa cousine Alice, et le jour où elle est tombée, il avait cru que c'était de sa faute, il en était malade, etc. Il embrassait son portrait. Donc tout ça est nourri de choses réelles, et après vous avez donné une part romanesque. Voilà, en disant ça va plaire aux Ondelat. Exactement, pour vous faire plaisir. Non, mais dans la manière de raconter, c'est un roman. Mais tous les faits, je vous dis, les lieux, les événements sont justes, sont exacts. Tout ce que vous avez raconté, les dates, le temps qu'ils ont passé sur le montage de chaque étage, etc., tout ça est juste. Alors Christine, ce qui m'a frappé, moi, au tout début de cette histoire, c'est le rôle déterminant qu'a joué Stéphane Sauvestre, qui a donc été ensuite évacué complètement de l'histoire. Parce que autant on a entendu parler des 2 ingénieurs qui étaient les compères de Gustave Eiffel, autant lui, c'est quand même lui qui dessine la silhouette de la tour, et on a l'impression qu'on l'a évacué. Alors, effectivement, c'est lui qui a transformé le pylône de pont de 300 mètres en quelque chose qui était évasé, qui est esthétique. Et pourquoi il a disparu ? Simplement, je pense, parce que Gustave Eiffel s'est fâché avec lui vers la fin de la construction de la tour. Et donc, il ne l'a jamais mis en avant, comme il a pu mettre en avant, effectivement, Coquelin et Nouguier, qui étaient ses adjoints dans ses ateliers. Est-ce que ça dit quelque chose de la personnalité de Gustave Eiffel, qui serait donc un peu égocentré ? Alors, c'est vrai qu'il était tout à fait égocentré. C'était pourtant un patron social, mais vous pouvez dire que c'était dans son intérêt. Il n'y avait pas d'accident, mais c'était dans son intérêt. Et les gens étaient bien payés, mais ça permettait de les fidéliser. Et ceux qu'il faisait venir autour de lui, les ingénieurs, c'était une espèce de PME, la boutique Eiffel. Donc il avait, en leur donnant des responsabilités, il fidélisait les gens. Et il y avait des gens géniaux, des jeunes ingénieurs géniaux qui venaient chez lui. Donc on peut dire que tout ça était dans son intérêt. Mais bon, effectivement, il avait une personnalité égocentrée. Il a fait croître sa famille et tous les 15 décembre, chaque année, toute la famille fêtait son anniversaire. Enfin, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, c'est un génie. C'est un personnage industriel fabuleux. C'est peut-être la nécessité de tous les génies d'être un peu égocentrés, sans doute. Souvent. Alors, il obtient la concession de la Tour Eiffel pour 20 ans et pour rentabiliser son investissement et l'investissement des gens qui ont financé l'opération, les banquiers et les investisseurs. Mais après,
Il n'est pas question de la démonter, cette tour Eiffel? Alors oui, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'en un an, elle était rentabilisée quand même. Ah oui. Simplement avec les entrées à 5 francs, à 3 francs et à 2 francs, il a eu 2 millions d'entrées. Dès la première année. Et dès la première année, elle Donc était rentable. Il a fait de bonnes affaires. Donc il a fait une très bonne affaire. Mais il avait effectivement signé avec la mairie de Paris une concession pour 20 ans, de façon à pouvoir rentrer dans ses frais. Et il n'était pas certain d'avoir 2 millions de visiteurs la première année. Et donc, à partir de 1900, il commence à se poser des questions. Est-ce qu'elle va être vraiment démolie en 1909 ? Puisque 20 ans, ça nous amène en 1909. Il s'aperçoit que lors de la exposition universelle de 1900, ils ont failli la démolir, mais elle n'est pas en vedette. Il n'a qu'1 million de visiteurs. Et en 1903, le préfet de Paris, le successeur de M. Poubelle, décide de réaménager le Champ de Mars et pose la question à 2 commissions de réflexion. Est-ce qu'on garde ou pas la Tour Eiffel ? Et la première commission va répondre non, on ne la garde pas. Ah. Et la deuxième commission va répondre oui à une voix près. Oh. Donc elle a failli être détruite. Et si elle a été sauvée, c'est grâce à l'astuce de Gustave Eiffel qui a commencé à faire des essais scientifiques sur la tour, mais surtout a permis à l'armée de venir faire ses essais de TSF, de transmission sans fil, de radio. C'est ça qui sauve, c'est l'argument du point le plus haut de la capitale. Quoi. Exactement, mais prêté à l'armée. Tout ce qui est donné ou prêté à l'armée, évidemment, devient sacré. Quand il rachète les parts de Cochelin, vous dites Coquelin. Coquelin, oui. Bon, moi je dis Cochelin. De Coquelin et Noguier, il y a un peu de roublardise de sa part, non ? Alors, il ne peut pas savoir qu'elle va avoir autant de succès, mais il l'espère. Mais en leur donnant 1% de toutes les sommes qu'il va toucher pour la construction, il leur donne quand même 1% du 1,5 million de subventions et peut-être des 4 millions prêtés par les banquiers. Bon, là où il est astucieux, c'est qu'il n'a pas donné 1% des bénéfices, mais en général, ce genre de monument était effectivement démoli à la fin de l'exposition universelle et ne rapportait rien que de la gloire aux gens qui l'avaient construite. Donc, Coquelin et Noguier n'ont sûrement pas eu l'impression de faire une mauvaise affaire. Alors moi, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est le défilé habituel de vieux cons qui considèrent que ça va défigurer Paris. C'est un phénomène qu'on a connu de manière constante depuis, la pyramide du Louvre, les colonnes de Buren, etc., etc., le centre Pompidou à Beaubourg, et notamment la pétition des artistes, et pas des moindres, et de Clémenceau, et de gens comme ça. C'est inévitable, ça. Je crois que c'était inévitable, mais pourtant, beaucoup en sont revenus. Certains qui avaient signé la pétition se sont réconciliés avec Eiffel ensuite en disant qu'ils avaient eu tort. Guy de Maupassant, qui était quand même le premier à signer cette pétition, venait déjeuner presque tous les jours à la Tour Eiffel parce qu'il disait que c'était le seul endroit d'où il ne voyait pas la Tour Eiffel. Ce qui est d'une mauvaise foi. Absolument. C'est ce qu'il faut, une mauvaise foi. C'est au fond une manifestation assez normale de l'humanité qui veut que rien ne change. Exactement. Je crois que c'est l'allergie au changement, à la fois des riverains, dont vous avez raconté très justement. Ils ont peur que leurs immeubles perdent de la valeur. S'ils voyaient leurs immeubles aujourd'hui à 25 ou 30 000 euros le mètre carré. Mais là encore, Eiffel a pris des risques que ses adjoints, évidemment, ne pouvaient pas prendre. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, je la construis quand même, et si jamais elle s'effondre puisque certains craignaient qu'elle s'effondre sur les immeubles, je paierai de ma poche. Donc il aurait été ruiné. Mais il était tellement sûr de lui et de la solidité de ses constructions qu'il n'avait pas le sentiment de prendre des risques. Alors je veux qu'on en vienne à ce récit que vous faites de la construction par les ouvriers. On souffre quand même beaucoup avec eux. Les conditions sont extrêmement difficiles. Moi, j'avoue que j'ai été extrêmement surpris d'apprendre qu'il n'y avait pas eu un seul mort. Alors qu'ils n'étaient pas attachés. Ils n'étaient pas attachés. Non, ils montaient à 300 mètres à la fin. Ils étaient sur des petites plateformes en bois qu'ils avaient construites eux-mêmes, qui faisaient quelques mètres de large. Ils étaient 3 dessus, en général, puisqu'il y avait celui qui tenait le rivet, celui qui le chauffait et celui qui donnait des coups de boutoir sur le rivet pour fermer sa tête, de façon à ce que la pièce tienne. Et ces gens-là n'avaient pas le droit de parler, n'avaient pas le droit de boire. Parce que pour éviter les accidents, mais parfois ils étaient à 300 mètres ou simplement à 250 ou 260 mètres, il y avait des nuages en dessous et ils ne voyaient pas la terre, ils étaient au-dessus des nuages. Ouais. Et allez voir sur Internet les photos, il y a des photos de Marc Ribou, mais aussi des photos de l'époque de photographes dont on n'a pas retenu le nom. On voit au 3e étage, c'est 3 ou 4 personnes sur cette petite plateforme, ils sont à 50 cm du vide, il y a 300 mètres en dessous. Et ils ne sont pas attachés. Alors, il n'y a pas de filet non plus. Il y a eu un mort en vérité, mais après l'inauguration. Voilà, exactement. Enfin, après l'inauguration, non. Après, après la scène que vous racontez, qui n'est pas l'ouverture au public, mais qui est la pose du drapeau français. Exactement. Là, il y a eu un mort qui aurait été écrasé par un ascenseur. Alors, on dit qu'il était venu, cet ouvrier, montrer à sa petite amie le travail qu'il avait fait et que c'est en faisant le guignol sur une poutre qu'il est tombé. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que Gustave Eiffel est allé voir sa veuve et l'a dédommagé
lui a donné beaucoup d'argent pour qu'elle ne fasse pas de publicité autour de la mort de son mari. Et qu'on n'en parle pas à ce moment qui était stratégique pour l'ouverture de la Tour Eiffel. Alors les revendications des ouvriers, moi j'avoue qu'on devient tous d'extrême gauche quand on voit dans quelles conditions ils travaillent et les maigres augmentations qu'ils leur accordent, 0,05 francs de l'heure. Oui, mais si l'heure était à 0,20, le 0,05, il a du sens. Non, c'est vrai qu'ils étaient évidemment très mal payés, qu'on a tous envie d'être même communistes quand on voit ça. Voilà. Mais Gustave Eiffel était paradoxalement un patron social par rapport à la moyenne des patrons. C'est-à-dire qu'au même moment, il y avait des chantiers en Angleterre ou en Allemagne ou ailleurs, des chantiers de ponts par exemple, vous aviez 50, 60, 70 morts. Sur les chantiers d'Eiffel, il n'y avait pas de morts, grâce à ces règles très strictes. Et alors, il leur faisait prendre des assurances qui n'existaient pas ailleurs non plus. Là, dans le cas de la Tour Eiffel, il a fini par payer les assurances, mais de façon à ce que leur famille, si jamais il y avait un accident, soit indemnisée. Alors, on voit bien qu'ils comprennent, les ouvriers, assez vite qu'ils ont un levier extrêmement efficace, qui est le délai. C'est-à-dire que l'exposition universelle, la date est fixée, et que donc va falloir terminer à l'heure, et qu'ils ont un moyen de faire chantage, quoi. Il fallait 26 mois. Gustave Eiffel l'avait dit au départ, 26 mois pour bâtir la Tour Eiffel. Il a commencé en février 87, il fallait que ce soit terminé en mai 89, mais il fallait compter, il avait décompté quand même, je ne sais plus combien, 14 ou 16 semaines pour les intempéries, les jours où il était vraiment impossible de continuer à la monter. Et donc ça se jouait une semaine, 2 semaines près, et ils le savaient. Donc ils en ont joué eux-mêmes jusqu'au bout. Alors l'idée géniale d'Eiffel de dire on donnera 100 francs à ceux qui resteront jusqu'au bout. D'abord, 100 francs, ça représentait, vous l'avez vu, une grosse somme, simplement pour aller jusqu'au bout. Et sa deuxième astuce, dont vous n'avez pas eu le temps de parler tout à l'heure, c'est qu'il a fait descendre les fortes têtes en disant, voilà, puisque vous êtes indispensable, mais ok, vous allez travailler au sol. Et puis, c'est les jeunes qui vont monter maintenant jusqu'au 3e étage. Et donc, exactement, c'est les jeunes qui ont eu les primes et les meneurs, vieux meneurs, qui eux n'ont rien eu. Alors, il faut raconter la suite de cette histoire qui se passe donc sur le canal de Panama, parce que c'est donc en vérité l'argent de Charles de Lesseps que Eiffel se fait verser par avance, qui lui permet de financer l'opération. En revanche, ça va très très mal se passer au canal de Panama. Lesseps va faire une faillite. Oui, tout à fait. Eiffel va reprendre le chantier. Il va l'aider à ne pas faire faillite en commençant à monter les écluses, mais quand même, Lesseps va faire faillite et effectivement, tous les petits porteurs et tous les actionnaires du canal de Panama vont être ruinés. Par contre, Eiffel, lui, qui a touché des avances et qui finalement n'a bâti que 3 des 10 écluses qu'il était censé bâtir, va rendre une partie de l'argent, mais il ne va pas rendre tout. Et donc, lui, il va faire fortune, alors non seulement à ce moment-là, mais aussi parce qu'on va l'obliger à acheter 10 millions d'actions de la nouvelle société Canal de Panama, qui va être rachetée par les Américains en 1904, quand les Américains décident de s'intéresser à cet isthme, enfin en tout cas à l'Amérique centrale à ce moment-là. Et les Américains vont racheter, je crois, 40 millions des parts qu'Eiffel avait payé 10 millions. Donc sa vraie fortune, elle va venir finalement du Canal de Panama. Alors ensuite, Eiffel va se consacrer à la météorologie. À la météorologie et à l'aérodynamisme. Et il va obtenir l'équivalent du prix Nobel, ça paraît incroyable, l'équivalent du prix Nobel en matière d'aéronautique, ce qu'on appelle la médaille Langley, qui est décernée par les Américains, parce que Eiffel faisait des essais dans sa soufflerie d'avion. C'est-à-dire qu'il a été un des pionniers de l'aviation. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que si les ailes, aujourd'hui, des avions sont très basses par rapport à la carlingue, alors que vous vous rappelez, les premiers avions, on voit que les ailes sont au-dessus du pilote, eh bien, c'est grâce à Eiffel. C'est lui qui, en faisant ses essais sur l'aérodynamisme des avions, a expliqué qu'il fendait beaucoup mieux l'air si les ailes étaient placées comme ça. L'appartement dont il s'était réservé l'usage dans la Tour Eiffel, finalement, il y habitait ? Non, il n'y habitait pas. Il y allait de temps en temps parce que ses expériences, il les faisait là-bas. Il faisait monter des hôtes illustres quand il rencontrait au restaurant au premier étage Gounod, par exemple, qu'il avait rencontré. Il lui a proposé de venir jouer du piano dans son appartement au 3e étage. Aujourd'hui, cet appartement, il est minuscule. On a pris beaucoup de place pour le tour de ronde et pour installer des antennes, etc. Mais il existe toujours. Mais il existe toujours, il en reste un petit morceau et on voit d'ailleurs dedans deux effigies, des sortes de sculptures en plastique d'Eiffel et de sa fille Claire. Voilà, je ne dirai pas plus de cette histoire, je veux surtout dire que ce livre fait
plus de 500 pages ou près de 500 pages, et que donc il y a 1000 autres anecdotes sur la vie de... Vous avez raconté 2 ou 3 chapitres à peu près. Voilà, 2-3 chapitres, j'ai centré mon récit, j'aurais pas pu m'attaquer à la totalité du livre, hein, vous en avez totalement conscience. Ce livre s'appelle La vraie vie de Gustave Eiffel, de Christine Kerdelan, aux éditions Robert Laffont. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.